14 mai 2025 au Parlement européen, lors d'une assemblée générale extraordinaire de la Commission Union européenne-Afrique, ouverte au public et présidée par la présidente de la Commission, la députée européenne Hilde Wautmans, la situation à l'est de la RD Congo a été à l'ordre du jour. Oratrice des dirigeantes d'organisations citoyennes européennes, dont le collectif Free Congo, qui était à l'initiative de l'événement. La situation dramatique à l'est de la RD Congo, provoquée par les terroristes du M23 avec le soutien de l'armée rwandaise, a été au centre des échanges et la présidente Hilde Wautmans a fait le point sur les différentes résolutions du Parlement européen condamnant le Rwanda. La plupart des eurodéputés ont aussi confirmé la tendance au Parlement européen de mettre à nu les manœuvres de M. Kagame, responsable numéro 1 de la tragédie au nord et au sud de Kivu. Pour les interventions venant du public, c'était plus le ras-le-bol qui prévalait, impatient de voir la paix revenir au Congo. Pourquoi cela traîne-t-il? Le député Thierry Mariani a résumé cela en quelques mots. Suivez. Mariani. Monsieur Mariani. Merci Madame la Présidente. Thierry Mariani de Français. Moi, je voudrais dire au contraire que je trouve que s'il y a un État qui a fait son boulot, excusez-moi, c'est la Belgique. Voilà, c'est la Belgique. J'aurais aimé que le président de la France ait la même attitude. Parce que aujourd'hui, quand on regarde rapidement, ce Parlement a fait tout ce qu'il pouvait. Je dis ce Parlement, Madame la Présidente, a fait tout ce qu'il pouvait. Nous avons voté ensemble, tous partis confondus, une résolution le 17 mars. Un certain nombre de sanctions ont été actées justement le 17 mars, on l'avait voté avant. Mais je trouve que la Commission est bien molle, c'est un euphémisme, et les États regardent ailleurs. Il y a toujours eu dans cette Union européenne un double standard. Est-ce que quelqu'un d'entre vous connaît le score exact de l'élection présidentielle de M. Kagame? 99,13%. Pour la petite histoire, le soir, ils avaient publié 99,30 et le lendemain, ils ont rectifié 99,13. Quand je vois comment on a ennuyé, par exemple, les présidents d'autres pays, notamment celui de RDC, alors que les scores n'étaient pas aussi soviétiques, on voit tout de suite qu'il y a un double standard. Deuxièmement, on voit qu'en réalité, on joue la montre et qu'un certain nombre de pays n'ont pas du tout un certain nombre de pays ont une complaisance évidente vis-à-vis du Rwanda. Je vous rappelle quand même que les sanctions ont été bloquées, Madame la Présidente le sait, par le Luxembourg. Est-ce que c'est parce que le Luxembourg a signé un accord pour faire une plateforme financière au Rwanda? Je n'aurai pas l'audace de dire que c'est ça qui justifie, mais je n'ai pas aussi la stupidité de croire que ça y est étranger. Voilà, et donc la réalité, c'est qu'il faut qu'il y ait une action sur la Commission européenne et sur les États, puisqu'en réalité, c'est le Conseil européen qui fait le travail. On est un certain nombre de députés de tous les groupes dans cette salle. Je pense que tous, on a fait notre travail honnêtement et on a soutenu honnêtement le Congo sans arrière-pensée pour des raisons d'abord humanitaires. Et donc, des sanctions très nettes. Et puis deux, je pense, et ce sera ma conclusion, Madame la Présidente, qu'il faut oser s'attaquer à une icône qui est présentée par lui et ses supporters comme un modèle quasiment mondial de l'Afrique, qui est M. Kagame, qui est en réalité le principal responsable et que la majorité des États européens continuent à traiter avec des égards qu'ils ne méritent pas, au premier rang desquels le président de la France, qui a quand même nommé un ressortissant rwandais président de la francophonie, alors que, comme vous le savez, cela n'a plus aucun sens puisqu'ils ont pris l'anglais. Voilà, donc, poussez vos pressions sur les États, sur la Commission. Je crois qu'ici, au Parlement, tout le monde a fait ce qu'il pouvait faire au maximum. Oui, certains pays traînent les pieds et il existe encore une certaine pesanteur au niveau de la Commission européenne. Sûrement des bras de fer dans l'ombre, motivés par les intérêts des uns et des autres. Bonjour tout le monde, mesdames, messieurs, soyez la bienvenue ici au cœur de l'Europe, au cœur du Parlement européen. Comme vous le savez, je suis Hilde Wautmans, je suis membre du Parlement européen déjà depuis 10 ans et je suis le président de la délégation EU-Afrique. Qu'est-ce que maintenant l'Europe fait en fait?
parce que ça fait plus que 30 ans qu'on a la guerre au Congo, un conflit meurtrier à l'est du Congo, avec des déplacements massifs, avec des violations des droits humains, beaucoup, avec des millions de morts, avec la violence sexuelle qui continue et on doit continuer à mettre le conflit à l'ordre du jour, on doit continuer à se battre pour qu'il y ait une paix durable dans la région. Et face à cette atrocité qui sont augmentées depuis fin mois janvier, ce Parlement et surtout la délégation africaine a fait plein de réunions et 2 résolutions très fortes. On a fait dans les résolutions que vous pouvez trouver sur Internet, où vous avez vu, on a voté ça en février et en avril de cette année, et c'est voté avec une très large majorité. Ça, c'est important, que le Parlement est réuni avec un voix. On a condamné l'agression du M23 soutenue par le Rwanda à l'ouest du Congo. Ça, c'est très clair. On a prononcé ça comme ça. On a fait la dénonciation du violence sexuelle. On a demandé des sanctions très fortes contre les responsables. On a demandé de suspendre le MLU avec le Rwanda sur les minéraux. On a demandé de protéger l'hôpital Panzi. Et on a demandé une enquête indépendante sur ceux qui ont fait des crimes. Que vous continuez à mettre les points dans la presse. On doit continuer à demander que les violences restent dans les mémoires devant les gens. Parce que quand c'est dans la presse, c'est plus facile pour nous de le mettre à l'agenda. Ça, c'est très clair. Et je regarde les députés qui sont ici, je leur ai mis devant. Tout ça sont les députés européens qui aident à soutenir, qu'on a un grand débat ici, à aide pour voter les résolutions. Quand c'est dans la presse, quand la presse écrit, quand les gens le voient, on discute et on peut le mettre à l'agenda. Mon but est d'arriver le plus vite possible à une paix durable. Ça doit être notre but. Que les atrocités des gens s'arrêtent. Que le conflit s'arrête. Après 30 ans, je pense que c'est vraiment temps qu'on peut essayer que la paix durable soit là-bas. Vous avez la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Thank you very much. Yes. And thank you for the invitation. Merci beaucoup pour cette invitation. Merci à toutes les personnes présentes. Je m'appelle Martina et cette présentation nous permettra de rentrer dans le cœur du sujet. Malheureusement, la Commission n'est pas présente, mais vous allez nous écouter parler de notre travail sur la traçabilité, sur la chaîne d'approvisionnement. Parlons maintenant du Rwanda, qui a maîtrisé l'art de piller le Congo. Depuis 2014, le Rwanda exporte plus de coltan que la RDC, alors qu'il n'en possède quasi pas. En réalité, le coltan est pillé dans les mines congolaises, souvent par des enfants, et revendu comme produit rwandais. Tout le monde sait que le coltan est congolais. Même chose pour l'or, le cuivre, le niobium, le vanadium, le zirconium. En 2023, l'or représentait 885 millions de dollars, soit près de 40% des exportations du Rwanda. Et pourtant, en février 2024, l'UE signe un mémorandum de coopération avec le Rwanda sur les chaînes de valeur des matières premières. Cet accord est un crachat au visage des Congolais. Il fait de l'UE un partenaire de ce crime en travaillant avec le groupe terroriste M23 et le Rwanda qui massacre, viole et pille. Alors, quel est notre appel à l'action? Nous souhaitons que l'Union européenne annule immédiatement le mémorandum, renforce le soutien humanitaire au peuple congolais en ouvrant un corridor humanitaire urgent pour que tous les vivres, tous les médicaments
arrive jusqu'à Goma et Bukavu et toutes ces zones occupées par le M23 et qui sont donc asphyxiées. Agissent conformément à sa politique de promotion des droits humains, condamnent publiquement le Rwanda, mettent fin à toute coopération militaire, sécuritaire et économique avec le Rwanda, appliquent des sanctions ciblées, interdisent l'importation des minerais de sang, dénoncent le projet de balkanisation, imposent un embargo d'achat d'armes au Rwanda, soutiennent la mise en place d'un mécanisme de justice transitionnelle, réforment le mandat de l'UNESCO, de la MONUSCO, et que l'ONU rende des comptes pour sa responsabilité dans la non-protection des civils et étendre les sanctions à tous les financiers et marchés qui profitent de ces massacres. Merci beaucoup, c'était très clair. Et notre dernier orateur, c'est Marie-Paule Guillaume, cofondatrice du collectif Congo Libre. Vous avez la parole. Voilà. Bonjour à tous, vous m'entendez? Voilà. Donc je m'appelle Marie-Paule Guillaume, donc je suis belge d'ascendance haïtienne et congolaise. Je suis médecin, spécialisée en cardiologie fétale, pédiatrique et congénitale, et je travaille principalement en France, dans les Hauts-de-France. Je fais partie du collectif Free Congo, mais je ne suis pas cofondatrice, mais membre depuis quelques mois. Alors si j'ai accepté de participer à cet échange, c'est parce que ce qui se passe en République démocratique du Congo est une tragédie. Il est temps que ça cesse. Trop, c'est trop. Alors moi, je vais aborder le rôle que l'Union européenne peut jouer dans la résolution de cette crise. Mais je voudrais quand même rappeler, comme cela a déjà été bien expliqué plusieurs fois ici, que ce n'est pas un conflit entre Congolais. Ça, il faut le savoir. Ce n'est pas un conflit entre Congolais. Ce n'est pas non plus un conflit entre les Congolais et leurs voisins. C'est une guerre mondiale, en fait, d'accaparement des ressources congolaises. Ça, il faut que ce soit clairement dit, parce que c'est ça la réalité. Chacun trouve son intérêt à venir piller le Congo, et avec malheureusement des complicités de Congolais en interne. Et au milieu de ça, on a la population civile qui n'a rien demandé à personne et qui se retrouve comme ça prise au piège, alors que cette population ne demande rien d'autre que de vivre en paix sur ces terres, comme chacun d'entre nous ici. Alors j'ai mon fils qui est dans l'Assemblée et je lui avais dit que j'allais essayer d'expliquer de façon très claire pour qu'en sortant d'ici, il puisse comprendre et puis le relayer dans son école, dans sa classe. Il va avoir 13 ans demain. Et je trouvais que c'était important qu'il soit là aujourd'hui. Alors, au milieu de tout ça, en fait, l'Union européenne a sa place. Mais l'Union européenne doit avoir une position forte et pas être hypocrite. Ah, voilà. Donc, prochaine slide. Je vais très rapidement parler de la situation actuelle, puisqu'on en a déjà parlé assez longuement. En 2025, il y a une urgence qui s'aggrave. On l'a dit, ça fait 30 ans que ça dure. Il y a une détérioration sur le plan sécuritaire. Le M23, soutenu par le Rwanda et l'Ouganda, on parle beaucoup du Rwanda, on oublie l'Ouganda, a eu l'occasion d'occuper des territoires. On a à côté l'armée congolaise qui est mal équipée, qui est désorganisée, qui est infiltrée par l'ennemi et qui a du mal à contenir les avancées. On a la communauté internationale qui passe son temps à se réunir, à parler, à signer des résolutions, mais il n'y a pas d'action concrète sur le terrain. Et donc ce qui se passe, c'est que la population continue à souffrir. On a régulièrement des appels de Goma, de l'Ituri, de partout, où on nous explique les atrocités qui s'y passent. Il y a des endroits où on n'a pas de téléphone portable pour pouvoir montrer ce qui s'y passe, mais il y a des atrocités, des violations des droits humains. Et ça, il faut le savoir, il faut l'entendre, et il faut se lever contre ça, parce qu'on est tous des humains. Je m'excuse, hein, j'ai beaucoup d'émotions quand je parle du Congo, parce que c'est vraiment quelque chose qui est inadmissible. Il y a cette population qui subit des violences au quotidien, on l'a rappelé. Ce sont des massacres de civils, ce sont des violences sexuelles utilisées comme armes de guerre, ce sont des écoles, des centres de santé, des lieux de culte qui sont régulièrement occupés, incendiés. On va chercher des élèves qui sont en 5e secondaire, 17 ans, 16 ans, pour les enrôler de force dans les armées de rebelles.
Ceux qui refusent, ils sont parfois abattus de façon sommaire, sans les prévenir, en fait. Il y a des exécutions, comme je l'ai dit, qui sont comme ça, qui se font comme si les gens ne valaient rien. Et puis, il y a des populations qui sont déplacées et elles sont remplacées par des populations rwandaises. Il faut le savoir. Elles sont remplacées par des populations rwandaises. On a parlé des Tutsis congolais, mais je pense qu'il faudra qu'il y ait un débat clair sur ce qu'on appelle Tutsis congolais. Au Congo, il y a des Libanais congolais, il faut le savoir. Alors, donc j'ai parlé de cette détérioration sécuritaire massive et il y a une catastrophe humanitaire qui ne cesse de s'amplifier. On l'a dit, il y a plus de 7,2 millions de déplacés. C'est l'équivalent de toute la population des Hauts-de-France qui serait déplacée si on devait faire le compte, en fait. La situation est catastrophique sur le plan nutritionnel. Les gens meurent de faim dans les camps. Et en dehors des camps, on a des gens qui déjà... les populations locales accueillent les réfugiés. Enfin, pas les réfugiés, les déplacés. Et ces populations elles-mêmes n'ont pas grand-chose. Et donc, les populations sont dans une précarité extrême. Ça, il faut le comprendre, il faut l'entendre. Les camps de déplacés qui étaient aux alentours de Goma, à Kanyaruchinya, Mungunga, ont été, les rebelles du M23 ont demandé à tous les gens qui étaient dans les camps de déplacés de quitter ces camps, sinon on allait les massacrer. Ils se sont retrouvés dans la ville de Goma à essayer d'habiter avec les habitants qui eux-mêmes sont déjà dans un stress post-traumatique pas possible, dans une grande anxiété. Au quotidien, ça tire tous les jours. Il faut le savoir. À côté de ça, on a sur le plan médical, sanitaire, et ça me concerne particulièrement, les médecins sont inquiétés. Il y a des médecins qui font partie des déplacés. Les hôpitaux, au mois de février, il y a un hôpital de Bukavu qui a connu une incursion de rebelles où ils ont assassiné des gens dedans, sous prétexte que c'était des militaires du Congolais. Des centres de santé qui sont détruits. Ça veut dire que les centres de santé sont les premiers points où les gens peuvent aller se soigner. Eh bien, ces centres de santé sont détruits. Les hôpitaux se retrouvent démunis. Il n'y a plus de médicaments. Il n'y a plus le minimum dans ces hôpitaux. Les médecins sont exténués. Rappelez-vous de la Covid. En 2020, comment c'était? Et là-bas, c'est comme ça tous les jours, tout le temps. Ça, c'est la situation sur le plan humanitaire en RDC actuellement, dans l'Est. Alors, que doit faire l'Europe? L'Europe fait déjà des choses, mais l'Europe doit faire plus, parce qu'il y a urgence. Là-bas, une question là-bas au fond, en français. François Okito, je suis belge d'origine congolaise, je suis enseignant. Alors je ne veux pas être long, je veux simplement interpeller le conseiller du ministre. À vous entendre parler par moments, j'ai l'impression d'entendre parler le mensonge des Kagame. Réciter le mensonge des Kagame. En fait, quoi? Je dois vous dire une chose. Attends, je n'ai pas compris. Répète une fois. C'est-à-dire, par moment, quand le conseiller parle, j'ai l'impression que c'est Kagame qui parle. Je vais vous dire pourquoi. Le conseil parle. Non, le conseiller du ministre. Okay. Pourquoi je dis ça? Parce que l'histoire des FDRL, c'est complètement faux. Je vais vous dire pourquoi. Les faits historiques sont là. Monsieur, vous connaissez un peu l'histoire du Congo. Bon, les FDRL, en 97, quand les Rwandais et Ougandais ont pris le pouvoir chez nous, un Rwandais, James Kabarebe, a été nommé chef d'état-major de l'armée congolaise. S'il voulait bien éradiquer les FDRL, il avait l'occasion de le faire, et si bien que quelques années plus tard, il déclara en public que les FDRL ne constituaient plus un danger pour le Rwanda. Ça remonte d'il y a 5 ans à peu près, ça c'est une chose. Et puis deuxième chose, Kagame a déjà recyclé les soi-disant anciens génocidaires qui ont été ramenés chez lui par l'ONU, et il les a recyclés, remballés au Congo. Les villageois congolais les ont reconnus, et ces données, l'ONU les possède.
les noms parce qu'il y a eu des données biométriques qui ont permis de reconnaître que ces gens sont retournés au Rwanda, recyclés, ramenés au Congo parce qu'ils connaissaient mieux le terrain pour piller, massacrer les Congolais. Ok, alors, merci. Dernière chose, la discrimination contre les Tutsis, ça c'est de l'imaginaire aussi. En fait, ils ont été majoritaires comme officiers dans l'armée congolaise il y a peu. Même dans le gouvernement, dans toutes les institutions, on retrouve de Tutsis. Ça, c'est vraiment les mensonges de Kagame, exactement de la même manière que pendant les génocides du Rwanda. C'est le même mensonge et vous tombez tout le temps dans le même piège, quoi. Pourtant, vous avez des gens hyper calés, spécialisés dans le domaine pour vous ouvrir les yeux. Et je suis quand même choqué d'entendre que vous repreniez mot à mot le mensonge de Kagame. Moi, honnêtement... Je vais laisser réagir le représentant du ministre très court et là je retourne aux salles. Mais ici au Parlement, on a l'habitude d'avoir le respect pour écouter tout le monde. Monsieur Stevens. Oui, merci pour votre question. Je pense que vous avez peut-être mal entendu ce que j'ai dit exactement. On écoute la réponse. Je dis simplement que la question des FDLR doit être traitée. C'est une question sérieuse que certains peuvent minoriser, mais que, en tout cas, le Rwanda ne minorise pas et que la Belgique ne minorise pas. Ça fait partie des discussions en cours dans les négociations et c'est quelque chose qui doit être traité. C'est tout ce que je dis. C'est d'ailleurs pas à la Belgique de définir la manière dont ce problème doit être traité, mais il devrait être traité pour arriver à une solution durable, tout comme les autres groupes armés qui se trouvent à l'est de la RDC, qui sont des groupes armés illégaux. Donc, je dis simplement que comme les autres groupes armés, les FDLR, doivent être traités et ça fait partie de la négociation actuelle. Donc, je ne peux pas dire autre chose que ça. Je m'excuse, on ne prend pas la parole, on demande la parole. Et c'est la présidente qui donne la parole ici dans la salle. Monsieur Stevens, pour finir. Non, j'ai rien à ajouter. Je pense, mais juste pour éclaircir, hein, je dois honnêtement vous dire que certainement pas la Belgique et certainement ici dans cette salle, personne n'a pris la parole de Kagame. Si tu lis les textes et les résolutions où on était le premier en Europe pour condamner le Rwanda, c'était vraiment ici, cet Parlement, et je dois vous dire, c'est moi qui a écrit ce texte. C'est très clair et tu peux me faire confiance. Maintenant, j'ai 2 députés qui ont passé la parole parce que autrement, je reçois les critiques et les autres députés ne savent pas parler. Mais je retourne aux salles, ne sois pas inquiet. Monsieur Jan Farchi. Il est où? Il est là, mais je crois qu'il... Monsieur, il n'est pas en train d'écouter. Jan, vous avez la parole. Jan, you have the floor. He was listening to translation. Yeah. That always comes later. I'm very sorry, Jan. Yeah. You have the floor. We are switching from French to English. Yeah. Bien, comme on passe du français à l'anglais indistinctement, question simple. Est-ce qu'il y a une différence entre les mines contrôlées par différents pays? Il y a des Chinois, des Européens de l'Est. Est-ce que leur approche est différente du point de vue du respect des droits de l'homme par rapport à la gestion des mines, en fonction de leur origine? J'ai compris une question sur les mines. Thank you very much. Merci beaucoup. Il faut voir quel est le niveau des mines en Europe et celui qui est celui de la RDC. La plupart sont gérés par les Chinois, des entreprises chinoises et congolaises. Et la situation là est aussi conforme aux normes qui, d'après la Chine, devraient aussi être celles des règles nationales au Congo et qui ne sont pas respectées. Alors on ne peut pas parler du niveau des normes par rapport aux mines en Europe. On sait qu'il y a des situations problématiques
surtout en Serbie, qu'on en a constaté. Merci beaucoup. Je passe de nouveau à la salle. Le monsieur ici devant moi avec la barbe, tu fais déjà longtemps signe. Vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Ça fait effectivement longtemps que j'ai mon bras levé. Et je voudrais commencer par dire qu'il faut comprendre l'émotion que vous trouvez dans la salle pour plusieurs raisons. Je m'appelle Camille Toto, je suis responsable d'une ONG qui s'appelle Africa New Day aux États-Unis et en Belgique. Et j'étais à Goma lorsque les M23 ont pris la ville. Et Madame Marie-Paul Guillaume, j'étais avec ma fille de 8 ans. J'aurais souhaité qu'elle soit là pour écouter cette intervention parce que depuis que nous avons quitté Goma, eh bien ma fille a du mal à dormir. Elle a des cauchemars, elle se réveille avec des bruits de balles dans la tête. Et je suis désolé de vous apprendre qu'en dépit de tout ce qui est dit et fait ici, ce que vous avez donné dans votre rapport, Madame Marie-Paul, continue à se faire maintenant. C'est-à-dire que le M23 est activement en train de recruter par la force des jeunes qui sont pris dans leur résidence pour rejoindre les groupes des combattants et certains d'entre eux passent par le Rwanda. Avec la longue barbe, voilà, c'est vous. Je vous remercie Madame la Présidente et tant mieux qu'il ait pris la parole parce qu'il a dit ce qu'il fallait. Donc je le remercie. Simplement ma question va un peu résumer tout ce qui s'est passé ici. Et la suivante, quel est le vrai pouvoir du Parlement envers la Commission? En fait, qu'est-ce que vous pouvez faire? Quel est l'appui? Parce que je veux dire par là que le député Mariani, ça fait des années qu'il se bat. Moi, je le suis. Il se bat depuis des années. Donc, il est là, vous êtes là, beaucoup sont là. Mais quel est vraiment le pouvoir du Parlement? Parce que j'ai l'impression que le pouvoir se situe ailleurs. J'ai deux députés qui ont demandé la parole. Monsieur Botenga, je vous invite à expliquer c'est quoi notre pouvoir. Il est bien placé pour faire ça. Hein. Je pense que, tout d'abord, laissez-moi regretter, comme vous, je pense, l'absence, encore une fois, de la Commission européenne. Et ce n'est pas la première fois qu'elle est absente, parce qu'effectivement, ensuite des résolutions votées par le Parlement européen aussi, elle est restée absente. Elle n'a pas suivi les recommandations ou les demandes du Parlement européen. Et il y a évidemment toute l'hypocrisie fondamentale là-dedans que vous soulignez par rapport à l'Ukraine. La réponse, c'est une réponse en partie évidemment géopolitique. C'est une question des intérêts qui en Ukraine sont très clairs et où il y a des gens qui considèrent qu'aujourd'hui la déstabilisation de l'Est du Congo peut convenir à certains acteurs et certains intérêts européens au-delà des valeurs proclamées. Mais pour répondre à la question sur le pouvoir du Parlement, je pense que le pouvoir du Parlement dépend de la mobilisation des gens. Parce que nous avons vu aujourd'hui en Belgique, je vais vous prendre un exemple très concret de la Belgique, il y a une mobilisation importante pour la Palestine dimanche. Des dizaines de milliers de personnes qui sont descendues dans la rue. Eh bien, nous avons vu que hier soir, le gouvernement belge, malgré de très grandes différences au sein du gouvernement, était obligé de prendre une résolution. Après, là aussi, il faut des actions et pas des résolutions, mais au moins la pression populaire a permis de pousser à une action ou à une résolution en ces cas. Ici, c'est pareil, nous devons mettre la pression. Nous devons faire que la complicité avec des crimes de guerre à l'est du Congo ait un prix. Que ça soit clair pour les gouvernements qui continue effectivement à coopérer militairement avec le Rwanda, qui est un prix à payer, parce que sinon ça va continuer, on aura les meilleures résolutions du monde, ou pas, mais ça ne va rien changer. Et là, sur les causes profondes, je voudrais quand même dire, il y a le pillage des ressources africaines par les Européens aussi. Il ne faut pas qu'on soit ici en train de dire non, mais nous sommes tout blancs, hein, les méchants c'est les Chinois, c'est les États-Unis. Non, le pillage des ressources africaines a été une affaire européenne et toujours aujourd'hui une affaire européenne en grande partie. Merci. C'est un autre député, et là je viens de nouveau aux sociétés civiles, c'est France Jamais. Vous avez la parole. Alors, je ne suis pas en société civile, madame, je suis députée française au Parlement européen. Non, j'ai dit députée et après je passe... Ah bon, pardon, excusez-moi, non. Non, j'ai bien fait, hein. Voilà. J'ai dit député français. Pas de critique qui se concepte. Non. Je crois que c'est ni le lieu ni le moment, quoique. Moi, évidemment, Thierry Mariani a parlé d'or. Il y a peu de choses à rajouter sur les pouvoirs du Parlement européen également.
Cela étant, il y a quand même plusieurs points à soulever. D'abord, le fait que ça fait quand même 30 ans que les nations, que ces atrocités sont perpétrées, que les droits humains sont piétinés, sans que finalement grand monde ne bouge. Vous l'avez très bien dit d'ailleurs en introduction tout à l'heure, il semble que quand l'opinion publique ou la presse s'en empare, à ce moment-là, les institutions commencent à bouger. Jusqu'en février 2025, on avait quand même des accords miniers avec le Rwanda, en sachant pertinemment que ces sources ne venaient pas du sol rwandais, mais du sol congolais. Alors, Madame, vous l'avez dit tout à l'heure, nous avons des moyens, omnibus, la traçabilité, donc il y a parfaitement la possibilité de mettre ça en exergue et d'en tenir compte. Parce qu'il s'agit ici d'un pillage économique organisé, d'une faiblesse avérée, pour ne pas dire plus d'ailleurs vis-à-vis du Rwanda et de M. Kagame. Alors, des solutions, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on peut faire sinon témoigner de notre compassion, de notre empathie, de notre solidarité. Mais dans le deuxième point, vous parlez du rôle de l'UE dans la résolution de la crise dans l'Est de la RDC. Que peut faire l'Union européenne? Ça, c'est clair, c'est une vraie question. En matière de politique étrangère, elle ne peut pas empiéter sur la souveraineté des États. Mais elle peut effectivement prendre des sanctions. Elle peut aussi prendre des résolutions. Je note au passage d'ailleurs que ces résolutions que nous avons toujours votées, nous en avons été écartés, nous avons été privés de leur signature, ce qui explique peut-être pour certains qui regarderaient ça très très près, on n'a pas voulu nous donner l'autorisation de signer ces résolutions. Cela étant, je rencontrais dernièrement des institutionnels congolais, et après, il ne s'est rien passé, il ne se passe rien. Donc je pense que ça devrait commencer par des sanctions. Je pense aussi, vous le rappeliez tout à l'heure, en 2013, je voudrais rendre un hommage particulier à M. Mamadou Ndala, qui en 2013 justement avait sauvé la population de Goma, c'est-à-dire que le Congo avait les moyens de se battre, le Congo pourrait aussi encore avoir les moyens de se battre si ce n'était la soumission et la complaisance de certains. Et je crois qu'en fait ce qui est essentiel, même chez nous ici en Europe, c'est la politique de la soumission, de la complaisance qui tue. C'est tout. Donc il faut avoir le courage de le dire, il faut avoir le courage aussi de se révolter. Il ne faut pas non plus avoir une indignation à deux vitesses, d'un côté à l'est ou de l'autre côté au sud, en laissant tout faire et n'importe quoi. Je dirais enfin qu'il faut effectivement appuyer et donner les moyens, enfin en tout cas appuyer le Congo sur cette volonté de résistance. Il faut surtout arrêter de cirer les chaussures de M. Kagame et prendre en considération le plan humain en infligeant d'ores et déjà des sanctions financières et commerciales. Merci beaucoup. Oui, bonjour. C'est moi. Oui, c'est moi. C'était elle. Bonjour, je vous remercie. Pour commencer, je voudrais vraiment vous remercier aussi du fond du cœur pour tout ce que vous faites en fait pour ces populations, pour les victimes. Parce que d'abord, en premier lieu, il faut parler des victimes. Et aussi, ce que je voulais dire, c'est que revenir sur un point, les Tutsis congolais, ça n'existe pas en fait. C'est une fiction. C'est un fonds de commerce qui a été créé depuis en fait 30 ans. Ça n'existe pas. C'est un fonds de commerce créé et qui est véhiculé par des groupes de lobbyistes pour expliquer tout ce qui est ces agressions qui sont faites en RDC. Et quand vous regardez bien, en fait, il y a 30 ans, quand il y a eu le génocide en face, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les frontières ont dû être ouvertes. Les personnes sont entrées. Et c'est toutes ces populations-là qui sont entrées, qui ont fait qu'après, ils sont devenus Tutsis congolais. C'est comme si nous, en fait, nous, d'origine congolaise, on demandait port de Namur. XL, on veut, voilà, on est beaucoup à XL, voilà, on veut XL. XL nous appartient, c'est plus la Belgique, XL, ça devient une partie, une extension de la RDC. C'est faux. C'est totalement faux. Et qu'est-ce que j'allais encore dire? Excusez-moi, je suis vraiment pleine d'émotions. Donc voilà, ça n'existe pas, les Tutsis congolais, ça n'existe pas, c'est un fonds de commerce. Et regardez bien, c'est déjà fait, parce qu'on a limite de temps. Je préfère d'élaborer de nouvelles choses. Je passe la parole au Free Congo parce que c'est eux qui ont organisé cette réunion, qui ont fait beaucoup d'efforts, et c'est deux femmes très fortes. Madame Odimba, vous avez la parole. Et là, notre docteur. Alors, encore merci, Madame la Présidente. Encore merci à toute l'audience. Donc, cet événement est un réel succès. Vous êtes très nombreuses et nombreux aujourd'hui. Mais aujourd'hui, le thème, c'était comprendre la situation en RDC pour mieux agir. Alors, je pense que compris, nous avons.
Des appels à l'action, nous avons entendu. Alors maintenant, c'est à la société civile en particulier que je m'adresse, aux militants, militantes, aux ASBL. Nous avons entendu. Quelle est la différence entre la situation au Congo et celle en Palestine? Quelle est la différence entre Goma et Gaza? La situation pro-Palestine rassemble 80 000 personnes dans la rue. Où sommes-nous? Où sommes-nous? Pourquoi ne sommes-nous pas dans la rue? Pourquoi ne parlons pas, nous, pas du Congo? Pourquoi je suis désolée, je suis émue. Pourquoi ne sommes-nous pas visibles et bruyants? Alors que ce qui se passe dans l'est du Congo est catastrophique. Nous voyons constamment des images, nous entendons nos frères et nos sœurs qui sont violés, assassinés, meurtris. Ça ne peut plus durer. Donc je vous invite à agir. Nous devons retourner dans la rue, nous devons être bruyants et visibles. Et nous devons absolument revenir dans la presse pour que la Commission européenne et l'Europe agissent enfin. Le Parlement européen nous soutient et nous a entendus. Nous devons aller plus loin et pousser la Commission européenne à agir. Merci. C'est très bien. Notre docteur. En fait, moi, ce que je voudrais simplement dire, c'est que chacun de nous pense à ce qu'il voudrait pour lui, ses enfants, sa famille, et pense que dans l'Est, les gens veulent la même chose. Et qu'en tant qu'humain, on ne peut pas rester comme ça, insensible, et en tant qu'humain, on se doit d'agir. Imaginez que ça se passe ici, en Belgique, je pense que ce ne serait pas la même chose. Donc voilà. Il faut agir et c'est ça. Donc agissez à votre niveau. Chacun à son niveau peut agir parce que toutes les voix comptent en fait. Il faut parler du Congo, il faut agir pour le Congo. Il faut arrêter d'être hypocrite. Voilà, merci. Pose la question pour avoir des réponses, je pense. On vous avait invité ici pour nous expliquer ce que nous faites. Et on a vous bien écouté. Et je vais conclure cette réunion avec beaucoup d'émotion. Parce que je sens que vous êtes très fâchés. Et que vous êtes fâchés sur nous. Très fâchés. Moi, je ne suis pas fâché sur vous, madame. Et si tu parles très fort, je vais me taire. C'est pas de problème. Vous êtes très fâchés et vous avez raison. Vous êtes Le temps que tu parles, je me tais, hein, c'est très clair. On vous avait invité comme collectif Free Congo parce que nous, les députés européennes, on se bat pour vous. On se bat pour une paix durable pour la région. J'ai visité votre région plusieurs fois. J'ai eu les enfants dans mes bras. Mes enfants ont le sang congolais dans leur corps. Je vois le racisme ici en Europe. Je le vois chaque jour. Je vais continuer à me battre ici au Parlement avec tous les pouvoirs que le Parlement européen a. Je voulais bien avoir plus de pouvoir, j'admets. J'aimerais bien avoir la présidente de la Commission ou être haut représentant, mais je ne suis pas. Alors je peux seulement jouer le rôle que nous on a. Et ça, on va faire. Madame, il y a un pasteur congolais qui avait dit en 2018 que Kagame devait faire comme les Suisses, au lieu de jeter tout le temps les regards vers les pays environnants. Est-ce que vous ne pouvez pas dire à M. Macron, vous qui êtes députée française, de conseiller à M. Kagame de regarder plus à l'intérieur, il y a plus de solutions chez lui que chez nous, parce que Macron, dans l'opinion congolaise, soutient beaucoup Kagame. Écoutez, je serais ravi de pouvoir donner de précieux conseils à M. Kagame par l'intermédiaire de M. Macron. Malheureusement, je suis une élue du Parlement européen, avec un nombre d'électeurs majoritaire, un nombre d'élus majoritaire, mais je ne fais pas partie de la majorité et M. Macron ne nous écoute pas. D'ailleurs, M. Macron n'écoute personne. Ok, merci.